J'ai eu 36 ans le soir où tout a basculé, mais le dénouement avait commencé bien plus tôt, dans des moments si infimes qu'on aurait pu l'ignorer. J'aurais pu mettre ça sur le compte du stress au travail ou de l'excitation habituelle du mariage, mais je ne l'ai pas fait, car au fond de moi, quelque chose avait changé dans l'air et ça avait une odeur. La première fois que je l'ai remarqué, c'était un jeudi. Ria est rentrée de son cours de yoga, les joues rouges et les cheveux légèrement humides, comme si elle voulait avoir l'air d'avoir fait du sport sans l'avoir fait. Elle m'a embrassé sur la joue, a laissé tomber son sac de sport près de l'escalier et s'est dirigée vers la cuisine sans un mot. Je l'ai suivie. C'est là que ça m'a frappé. L'odeur, le sel marin et les agrumes. Pas l'odeur terreuse de lavande, de viande et de sueur d'un studio de yoga, et certainement pas son huile de patchoula habituelle. Non, c'était quelque chose de distinctement masculin, vif, propre, avec juste une pointe d'épices. Je connaissais cette odeur. Je l'avais déjà sentie lors de longs trajets en voiture le long de la côte le week-end, quand nous nous échappions tous de la ville. Soirée poker, enterrement de vie de garçon, et même ce week-end à la plage avec la bande après la fac, à l'époque où la loyauté était un mot important. C'était l'eau de Cologne de Troyes. Troyes, ma meilleure amie depuis 12 ans. Je n'ai rien dit ce soir-là, je me suis juste approché d'elle par derrière, j'ai passé mes bras autour de sa taille et je l'ai embrassée dans le cou. Elle s'est légèrement raidie, puis s'est penchée vers moi comme si tout allait bien. Je lui ai dit que le dîner serait prêt et bronzé, et elle a fredonné quelque chose de évasif, mais j'avais la poitrine serrée. Je savais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle et j'ai fixé le plafond pendant près d'1 heure. Nous étions mariés depuis 8 ans. Ria était le genre de femme à faire tourner les têtes des inconnus. Non pas parce qu'elle était tapa accent grave-l'œil, mais parce qu'elle avait des cadeaux. Elle entrait dans une pièce comme si elle lui devait quelque chose et l'obtenait généralement. Et moi, j'étais stable. Je construisais des choses, des cadres juridiques, des accords commerciaux, notre vie. Je donnais l'impression que la stabilité était facile. Mais quelque chose clochait. Les conversations étaient plus courtes. Elle riait un peu trop souvent devant son téléphone et détournait l'écran. Elle annulait plus souvent les dîners prévus. Malia avait eu une crise, disait-elle. Ou Joël était en train de vivre une nouvelle rupture, mais les histoires se répétaient. À ses yeux, elle ne me hantait plus comme avant. Elle vacillait, filait comme si j'étais un miroir reflétant quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Pourtant, je ne disais rien. J'observais, je recueillais, je notais. Je devenais un élève silencieux de sa distance. Le soir où elle est rentrée trop tard. Le jour où elle est partie trop tôt. La façon dont son parfum changeait. La façon dont elle portait toujours le même legging noir le jeudi, mais rentrait à la maison avec l'odeur d'un homme qui n'a jamais mis les pieds à un cours de yoga. Et puis il y avait 3. Il m'envoyait toujours des textos comme si tout allait bien. Des mèmes, des clips sportifs, n'importe quoi. Et, tu vois ces messages ? Il m'a invité à boire un verre 1 ou 2 fois, mais j'ai décliné. Non pas parce que j'étais occupé, mais parce que je ne supportais pas d'être assise en face de lui, à le regarder mentir alors que son eau de Cologne disait la vérité. Je me suis repassé une conversation, datant d'il y a des mois. On était tous les 3 dans un bar sur un toit. Ria était entrée chercher une couverture. Drew, mon petit frère, s'est penché vers moi et m'a dit, 3 et Ria, ça colle vraiment, hein ? Il a ri, a bu une gorgée de son verre et a haussé les épaules comme si de rien n'était. Sur le moment, j'ai ri aussi. Mais ce moment m'est resté en mémoire comme une écharde. J'ai commencé à prendre des itinéraires différents pour rentrer du travail, me garant à quelques pâtés de maison et entrant à pied juste pour voir si je ne croisais rien d'inattendu. Un jour, à 20h43, j'ai aperçu l'Audi de Troyes quittant notre rue. Ria m'a envoyé un texto 10 minutes plus tard, en retard. J'ai dû m'arrêter au magasin. Aucune course n'est arrivée ce soir-là. Juste elle et son eau de Cologne, encore. J'ai essayé de l'affronter subtilement une fois. Je lui ai demandé comment était le yoga. Elle a répondu trop vite. Je transpire. J'ai mal au ventre. Mais il n'y avait pas de sueur sur sa peau, juste de la poudre bronzante, parfaitement estompée. Ses vêtements étaient trop impeccables. Ça ne sentait pas l'eucalyptus, dis-je nonchalamment. Elle sourit lentement et nonchalamment, comme si j'étais amusant. Tu es si observatrice, ma puce. Puis elle m'embrassa sur le front et disparut à l'étage. Cette nuit-là, je me suis allongé à côté d'elle, les yeux ouverts dans le noir. Elle s'endormit rapidement.
J'écoutais sa respiration prendre ce rythme lent qui n'arrive qu'avec un profond repos. Et puis, comme un cadeau enveloppé de cruauté, elle parla. Pas à moi, mais à lui. 3, murmura-t-elle. Juste son nom. Une fois, plus doucement. J'avais l'impression que ma poitrine allait se serrer. Je fermais les yeux, tournais le visage vers le mur et souris. Non pas que j'allais bien, mais parce qu'il y avait un déclic. Ce n'était plus un soupçon. C'était une confirmation. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais trahi. Mais voilà le problème avec la trahison, ça brûle. Oui. Mais cela clarifie aussi. Cela distille votre vision en une pure menace de vérité. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas sangloté. J'ai planifié. J'ai commencé à réorganiser mentalement les pièces de ma vie comme un échiquier. J'ai commencé à faire des recherches sur les détectives privés. Des discrets. Le genre qui ne pose pas de questions sur les motivations, seulement sur les résultats. J'ai commandé un enregistreur numérique en ligne, assez petit pour se glisser sous notre lit. J'ai commencé à tenir un journal, notant en détail chaque excuse qu'elle a inventée, chaque mensonge trop doux pour être avalé. De l'extérieur, rien n'a changé. Je l'embrassais toujours pour lui souhaiter bonne nuit, je lui préparais toujours son café le week-end, je jouais toujours mon rôle, mais intérieurement, je construisais quelque chose pierre par pierre. Pas de vengeance, pas encore, juste de la clarté. Et le soir de mes 36 ans, tandis qu'elle trinquait à plus de vie, plus d'amour, plus de rire, j'ai levé mon verre et l'ai trinqué contre le sien. Je n'ai pas dit un mot, mais j'étais prêt car il y avait quelque chose dans l'air. Et ce n'était pas de l'amour. C'était la guerre. Ce n'était pas seulement la liaison. Ça aurait été dévastateur en soi, c'est sûr. Mais ce qui m'a le plus brisé, c'est de savoir que j'étais la dernière à savoir. C'était le silence qui m'entourait, tandis que tout le monde parlait en code, avec des blagues, des regards en coin et de petits sourires suffisants. Mon monde ne s'est pas effondré en un instant. Il s'est effondré petit à petit. Chaque petit détail était suffisamment petit pour être ignoré jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'ai commencé à remarquer comment les amis de Ria lui parlaient quand j'étais là. Ils étaient prudents avec leurs mots, comme s'ils montaient en temps réel. Malia a dit un jour, alors, vous faites toujours le truc du mercredi? Et Ria lui a lancé un regard noir avant de changer de sujet. J'ai laissé tomber sur le moment. Mais plus tard dans la soirée, j'ai demandé quel truc du mercredi? Elle a cligné des yeux trop vite. Pilate? Je croyais te l'avoir dit. Elle ne l'avait pas fait. On savait toutes les deux qu'elle ne l'avait pas fait. Et puis il y avait sa sœur, Joëlle. Elle avait toujours eu une grande gueule. Le genre de femme qui disait les choses en riant, pour qu'on ne puisse pas dire que c'était cruel. Un soir, au dîner, elle s'est penchée vers moi et m'a dit, tu sais, Ria a de la chance. La plupart des maris seraient bien plus jaloux de toute l'attention qu'elle reçoit. J'ai souri. Pourquoi serais-je jaloux? Elle a souri en sirotant son vin. Exactement. Tu fais partie des bonnes personnes. Mature. Encore ce mot. Mature. Il est revenu de plus en plus souvent. Je l'ai lancé comme des confettis. Je l'utilisais pour justifier ce qui me trottait dans la tête. Apparemment, être un bon mari signifiait désormais être passif, silencieux, prêt à partager l'affection de ma femme comme un plat de buffet. Mais je n'étais ni stupide, ni naïf. J'ai commencé à prendre des notes d'abord sur mon téléphone, puis sur papier. C'était plus sûr comme ça, moins traçable. J'ai tout noté, les heures, les lieux, les excuses. J'ai compté les jours où Ria prétendait avoir des activités professionnelles qui chevauchaient mystérieusement l'agenda de 3, et non pas les chevauchements habituels de son groupe d'amis. C'étaient des chevauchements intimes, délibérés, le genre qui paraissait plausible à moins d'y regarder de plus près. Et j'y regardais de plus près maintenant. J'étais obsédé par les détails. Les changements de garde-robe de Ria. La nouvelle lingerie qu'elle ne portait jamais pour moi. Les reçus de spa pour des soins qu'elle disait avoir gagnés à une tombola. Elle devenait plus audacieuse ou peut-être simplement plus paresseuse. Je n'aurais pas su dire ce qui était le pire. Une nuit, alors qu'elle était allongée à côté de moi dans mon lit, elle s'est remise à parler dans son sommeil. Ça avait toujours été une de ses manies. Au début de notre mariage, c'était charmant. Elle marmonnait des demi-pensées, riait en rêvant,
marmonnait parfois à propos des problèmes de bureau. Mais maintenant, son sommeil était un confessionnal. 3, murmura-t-elle, son souffle léger contre l'oreiller. Je me figeai. Ma main se resserra autour de mon téléphone. Je ne la réveillai pas. J'écoutais simplement. Elle répéta son nom, cette fois avec une sorte de soupir, comme la fin d'une prière. Le lendemain matin, je commandai un enregistreur vocal. Petit, bon marché, efficace. Je le cachai sous notre lit, suffisamment profond pour que même si elle faisait le ménage, et elle le faisait rarement, il ne soit pas dérangé. Je me disais que je ne cherchais pas à la surprendre. Je cherchais juste la vérité. Mais en réalité, je crois que je voulais l'entendre me trahir de sa propre voix. Et puis, un soir, elle le répéta. 3, ne t'arrête pas. Ma gorge s'assécha. Je m'assis dans le noir à côté d'elle, me sentant comme un étranger chez moi, dans mon propre mariage. Je ne la confrontais pas. Pas encore. J'avais besoin de plus. Besoin d'une solution hermétique. Je n'allais pas être un de ces hommes dont on se moque dans les conversations de groupe. Je serais délibéré, précis, inébranlable. Le lendemain, j'ai réécouté l'enregistrement au travail. Casque sur les oreilles, porte verrouillée. Je l'ai écouté prononcer son nom encore et encore comme un mantra. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas bronché. J'ai juste cliqué sur « Enregistrer » et renommé le fichier Proofin. Ce week-end-là, nous avons brunché avec ses amis, un brunch dominical décontracté qu'elles organisaient chaque mois. Ria a insisté pour que je vienne. Elle a dit que ça me ferait du bien de sortir de ma coquille. Je me suis assise en face de Malia, Joël et 2 autres femmes dont je n'ai pas pris la peine de me souvenir des noms. Elles ont bu des mimosas et grignoté des toasts à l'avocat, entre rire et ragot. Malia m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu sais, Marcus, tu devrais vraiment être plus ouvert d'esprit. Le mariage n'a pas besoin d'être aussi rigide. Les gens évoluent. L'amour évolue. » J'ai souri poliment. « Tu veux dire que l'infidélité évolue ?» Elle a ri comme si je plaisantais. « Non, je parle de flexibilité émotionnelle. Comme si on aime vraiment quelqu'un, on le laisse explorer. » Joël a ajouté. « Tu devrais être mature, Marcus. Pas possessif. Tu vaux mieux que ça. » J'ai regardé Ria. Elle n'a pas nié. Elle ne les a pas corrigés. Elle a juste affiché ce sourire crispé et supérieur qui m'a tout dit. Plus tard dans la soirée, j'ai abordé le sujet avec douceur. Je lui ai demandé si elle croyait à ce qu'il disait, si elle pensait que le mariage devait être flexible. Elle a haussé les épaules. Je pense que les gens sont trop coincés. L'amour, ce n'est pas la propriété. Et 3, ai-je demandé doucement. Est-il de ton avis sur la non-propriété? C'est laquelle a souri. Je n'oublierai jamais ce regard. Froid, dédaigneux. Tu es si sensible, ma puce. Mon Dieu, tu en fais toujours trop. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste hoché la tête et ajouté une ligne à mes notes. Ce fut le tournant. Un point crucial pour moi. Ni ces somniloquies, ni l'eau de Cologne, ni les murmures du brunch, mais ce sourire narquois, cette assurance tranquille que je ne ferais rien, que j'accepterais, que j'étais trop mature pour fixer un jour une limite. Elles prenaient mon silence pour de la faiblesse. Elles l'ont toutes fait, mais je n'ai jamais été faible. J'attendais. Il arrive un moment où la suspicion ne suffit plus. Quand observer dans l'ombre, prendre des notes et capter des murmures dans le noir ne suffit plus à la vérité dont on a besoin. Ce point crucial m'est venu un mardi, une semaine après que l'équipe du brunch de Ria ait presque tourné en dérision le caractère sacré de notre mariage en plein jour. J'en avais assez de jouer les maris passifs, les soi-disant hommes mûrs. Je ne voulais plus de murmures. Je voulais des faits. Alors, j'ai appelé Noël. On ne s'était pas parlé depuis 2 ans, pas depuis qu'il avait déménagé à Atlanta pour ouvrir son cabinet d'enquêteur privé. On s'était rencontrés à la fac de droit. C'était l'homme dont les professeurs parlaient à voix basse. Perspicace, discret, calculateur, tacticien en basket et sweat à capuche. Il ne jouait pas au jeu du tribunal. Il jouait le jeu long, l'invisible. Et j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne ce que signifiait être chirurgical. Marcus, dit-il en décrochant, la voix calme comme s'il savait déjà pourquoi j'appelais. J'ai besoin d'yeux, lui dis-je.
Discret, précis, sans bavure. Qui sont les cibles? Ma femme et mon meilleur ami. Il ne s'est même pas arrêté. Il m'a envoyé leurs horaires, leurs lieux connus, leurs habitudes. Donnez-moi une semaine. J'ai fait mieux que ça. Je lui ai envoyé toute l'empreinte numérique que j'avais compilée au cours du mois précédent. Son programme de yoga, ses reçus de spa, des captures d'écran de SMS avec des noms tronqués, des photos de la voiture de 3 près de chez nous le soir. Ria prétendait travailler tard. C'était un dossier. Vraiment? Un dossier d'enquête. Je le construisais bien avant de savoir que j'en aurais besoin. 7 jours plus tard, Noël est arrivé. Il n'a pas envoyé de mail. Il est venu en personne. Une voiture de location noire s'est arrêtée devant mon immeuble de bureau un jeudi calme. Ce matin-là. Il est entré avec une sacoche en cuir et une expression qui exprimait tout ce que j'avais besoin de savoir avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. La trahison avait un parfum. Et maintenant, elle avait un bilan. Nous étions assis dans mon bureau, store baissé. Il a tout étalé comme une autopsie. Des documents imprimés, des clés USB, un dossier en papier craft marqué de 2 noms, Ria Ellison, 3, Garrett. Ils sont négligents, a dit Noël sans détour. Arrogant. Tu avais raison pour l'eau de Cologne. Il en garde un flacon dans sa boîte à gants. Le même que tu as reconnu. Je me suis penché en avant, les doigts enfoncés dans la coudoir de mon fauteuil. Ils se sont rencontrés 2 fois dans le même hôtel du quartier des Arts, peut-être plus. Je ne voulais pas éveiller les soupçons, alors je n'ai pris que 2 rendez-vous. Il a sorti des photos. Des clichés en noir et blanc d'une caméra de surveillance. Ria entrant dans un hôtel boutique un lundi soir. 3 déjà à l'intérieur, en train de s'enregistrer. 2 heures plus tard, ils ressortent ensemble. Pas de déguisement, pas d'urgence, juste du confort, de la facilité, de la familiarité, comme ce n'était pas la première fois, comme si c'était la leur. J'ai feuilleté les images. Son sourire, sa main sur le bas de son dos, sa tête renversée en arrière de rire. Je me souvenais de ce rire. Elle me le réservait avant. Il y a plus, dit Noël en sortant une petite enveloppe. L'hôtel propose un forfait massage en couple. Ils ont réservé sous le nom de Hay, probablement pour éviter les traces écrites, mais la chambre est enregistrée sur une carte professionnelle liée à son entreprise d'organisation d'événements. Ce qui signifie qu'elle a utilisé son argent. J'ai terminé pour lui, la voix tendue. Il a hoché la tête lentement. Techniquement, oui. Cette carte débite votre compte joint. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de rage, pas même de chagrin, juste une sorte de calme, comme celui qu'on ressent après qu'une tempête a tout aplati, et qu'il ne reste que les débris. Des enregistrements, ai-je demandé. Il a glissé une clé USB. Un système audio de sécurité du couloir public du spa. On les entend rire. Et il l'appelle ma copine. Claire comme de l'eau de roche. J'ai pris la clé USB et je l'ai regardée comme si elle contenait quelque chose. Le poids du monde. D'une certaine manière, si. Je ne suis pas allé plus loin, ajouta Noël. Je ne voulais pas risquer d'être exposé, mais c'est largement suffisant. Vous voulez un dossier sans tache? Vous l'avez. Abus financier, infidélité, complot. Il ouvrit un deuxième document. Vous possédez une société écran par l'intermédiaire de votre cabinet, n'est-ce pas? La boutique qu'elle rénove dans le quartier de Troyes. Le bail est à votre nom, mais les paiements, ils ont détourné des fonds de votre compte professionnel secondaire. Il l'a aidé à le mettre en place, et elle a utilisé vos informations d'identification pour le faire. Je suis resté bouche bée. Je n'ai rien signé. Il haussa légèrement les épaules. Elle l'a fait. L'a falsifié. Bâclé, mais suffisamment bon pour que quelqu'un ne regarde pas. C'était plus qu'une trahison. C'était un vol calculé. Une tromperie stratégique. Elle n'avait pas seulement rompu ses vœux. Elle s'est construit une nouvelle vie grâce à ma confiance. Noël a emballé le surplus, ne laissant qu'une seule chose derrière lui. Une enveloppe noire. À l'intérieur se trouvait le rapport complet, en haute résolution. Images, journaux d'appel et documents financiers. Tout ce dont j'avais besoin. Pas pour l'affronter, pas encore, pour la déjouer. J'ai emporté cette enveloppe et l'ai glissée dans le tiroir du bas de mon bureau, sous de vieux dossiers.
J'ai étiqueté le tiroir d'un seul mot, vérité. Les jours suivants, j'ai tout passé en revue en silence. Tandis que Ria dansait autour de moi avec ses routines et ses mensonges, je l'observais comme une étrangère. Elle disait qu'elle allait rencontrer Joël, et j'acquiesçais, sachant déjà qu'elle se dirigeait vers une autre pièce du quartier des Arts. Elle m'embrassait sur le front et je souriais en sachant où ses lèvres avaient été. La douleur avait cessé. C'était ça, l'étrange. La douleur s'estompa et fut remplacée par quelque chose de plus froid. Concentration, précision. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, à travailler plus efficacement, car j'avais désormais une direction. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était une préparation. Je n'ai pas écouté l'enregistrement tout de suite. Je ne pouvais pas. Mais un soir, alors que la maison était silencieuse, elle était de nouveau sortie, probablement emmêlée dans les draps. 3. J'ai branché la clé USB, mis mes écouteurs, appuyé sur lecture, et voilà, son rire, sa voix. Tu es ma nana, et sa réponse. Toujours, ma puce. Il ne le saura jamais. Mais moi, si. Je le savais. Et elle avait tort. Ria a dit qu'elle voulait m'organiser un dîner d'anniversaire. Tu mérites d'être célébré, murmura-t-elle un soir, blottie contre moi sur le canapé, comme si sa trahison n'avait pas déjà transformé les murs de notre maison en papier. Je fixais la télévision, me demandant si j'étais indifférente, tandis qu'à l'intérieur, la dernière pièce du puzzle se mettait en place. J'adorerais ça, lui dis-je, les coins de ma bouche se soulevant en un sourire si convaincant que j'y croyais presque. Et c'est là que j'ai commencé à planifier pour de bon. Le truc avec la trahison, c'est que ça change l'appétit. Ça aiguise la soif, mais pas celle de vengeance comme dans les films. Pas de cris stridents, pas de vase cassé. Non, c'était calme, contrôlé, tactique. Je ne voulais pas me battre. Je voulais de la clarté. Je voulais leur montrer que je voyais ce qu'ils pensaient ne jamais voir. Et je voulais le faire avec élégance. Pendant que Ria coordonnait les listes d'invités, les menus et les compositions florales, j'avais une conversation différente. J'ai appelé Aurelian, l'un des restaurants les plus raffinés de la ville. Sol en marbre blanc, plafond cathédrale, et le genre de service où les serveurs se souviennent de votre préférence pour le vin depuis 5 ans. J'ai réservé leur salle privée au nom de mon entreprise, avec ma carte de visite, et non notre carte commune. Ria ne verrait jamais le montant facturé. Ce soir-là, le personnel ne serait pas composé uniquement de serveurs. J'ai engagé des acteurs par l'intermédiaire d'un vieil ami de la production, 2 femmes, un homme et un photographe qui ne se contentaient pas de prendre des photos. Il enregistrait un son Full HD d'une grande netteté, avec des caméras corporelles dissimulées. Ils se fondraient tous parfaitement dans le décor, exactement comme je le souhaitais. L'un des serveurs, celui qui était le plus proche de moi tout au long de la soirée, serait Noël lui-même. Il s'était rasé la barbe, portait des lunettes et s'entraînait à porter son plateau devant un miroir. J'ai dressé une liste d'invités séparés. Pas tous ceux que j'aimais. Non, ça aurait été trop personnel. Il ne s'agissait pas de m'entourer de soutien. Il s'agissait d'inviter tous ceux qui ont contribué à construire le mensonge. Les complices, les moqueurs, les observateurs silencieux qui n'ont rien dit pendant que ma vie était réécrite sans mon consentement. Joël, sa sœur aux yeux narquois. Malia avec son évangile du mariage moderne et de la condescendance. 3. L'homme qui m'appelait autrefois mon frère et qui murmurait maintenant le nom de ma femme dans les hôtels que je payais. Même Drew, mon propre sang, qui avait fait cette remarque désinvolte des mois auparavant. 3 et Ria s'entendent vraiment bien, non? Avec ce ton suffisant, je n'ai pas pointé avant qu'il ne soit trop tard. Ils seraient tous là, souriants, trinquants, pensant avoir réussi le casse parfait. J'ai choisi le vin avec soin. Je connaissais leurs préférés. J'ai veillé à ce qu'il y ait beaucoup de champagne. Les gens baissent leur garde en buvant, et je voulais qu'ils soient parfaitement à l'aise. Le menu avait été soigneusement sélectionné, avec le risotto préféré de Ria et le confit de canard adoré de 3. Le gâteau était une mousse chocolat noisette. Cher, riche, festif. Car ce n'était pas qu'un dîner. C'était la scène de leur dernier spectacle. La veille du dîner, Ria m'a demandé si je voulais un costume défroissé. Déjà fait, ai-je répondu. J'avais choisi un costume bleu marine foncé, taillé sur mesure. Non pas pour l'impressionner, mais pour ressembler à l'incarnation du pouvoir quand le sol s'effondrerait sous leurs pieds.
Je n'ai pas bronché lorsqu'elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit, « Tu vas adorer cette soirée, Marcus. C'est tout pour toi. » Elle n'avait aucune idée de son bon sens. Ce matin-là, j'ai revu le plan avec Noël une dernière fois. Le timing, les signaux, le placement des dossiers. Les serveurs distribueraient les enveloppes au moment précis où je tapoterais 2 fois sur mon verre. Le photographe actionnerait le projecteur juste avant, prétendant diffuser un diaporama de photos d'anniversaire. Mais au lieu de souvenirs d'enfance ou de photos de voyage, ce serait quelque chose de bien moins innocent, des photos de surveillance audio. Des reçus authentiques. J'ai imprimé 4 exemplaires du dossier principal et les ai scellés dans d'épaisses enveloppes crème. Chacune étiquetée en gras. Sarah s'est battue pour savoir qui de droit. À l'intérieur de chaque enveloppe se trouvait une version personnalisée des preuves. L'enveloppe de Ria contenait la réservation du massage du couple, le faux bail de la boutique et l'enregistrement du spa. Celle de 3 contenait des photos horodatées, des impressions par reconnaissance vocale et une copie de l'enquête bancaire pour fraude. Les transcriptions détaillées de leur SMS par Joël et Malise à Ria, ceux où l'on se moquait de moi en me désignant par mon nom. Les complices n'allaient pas s'en aller et me blesser. En sortant de la voiture et en approchant de l'entrée du restaurant ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Du contrôle, pas de l'arrogance, pas de la malice, juste de la clarté. Pour une fois, je n'étais pas l'homme laissé dans le noir. J'étais l'architecte de la pièce où ils allaient se noyer. À l'intérieur, tout était parfait. L'éclairage tamisé, les bougies vacillant faiblement, le linge blanc sur la table, les coupes de champagne déjà à moitié pleines. Tout le monde riait quand je suis entré, et pendant un instant, on aurait presque dit de l'amour. 3 se tenaient au fond, en pleine conversation avec Malia. Tous 2 sirotaient de grands verres comme s'ils étaient à leur place, comme s'ils possédaient le bonheur. Ria se tourna pour me saluer, un large sourire, prête à être photographiée. Elle m'embrassa sur la joue et murmura, « Tu es magnifique. » Son rouge à lèvres laissa une trace que je ne pris pas la peine d'essuyer. 3 me tapota le dos comme si on ne l'avait pas fait. Ils se tournent autour dans une guerre silencieuse depuis des semaines. Joyeux anniversaire, mec. Une grande soirée, hein. Ouais, dis-je en croisant son regard. Plus grande que tu ne l'imagines. Ils prirent place autour de la longue table en chêne, bavardant comme des oiseaux, leur rire fusant dans l'air avec le vin. Ria se leva pour porter un toast avant les amuse-gueules. À Marcus, dit-elle en levant son verre. Mon mari, mon partenaire, mon éternel calme dans la tempête. Le voilà de nouveau. Ce ton qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait jouer la sincérité. Je lui adressai un sourire et un léger hochement de tête. Puis je parcourus la table du regard, croisant chaque personne dans les yeux, une par une. Je m'assis en tête, pliant lentement ma serviette, délibérément, comme si j'avais tout mon temps, parce que moi, je l'avais fait et eux, non. La salle était chaleureuse, baignée de rire, la lumière des bougies dansant sur les verres à vin et les assiettes bordées d'or. Mon dîner d'anniversaire se déroulait exactement comme Ria l'avait imaginé, ou cru l'avoir imaginé. Elle ignorait totalement que j'avais repris le scénario et que je l'avais réécrit, jusqu'à la disposition des bougies et la ligne invisible entre la vérité et l'effondrement. Je regardais autour de moi. À la table, j'observais les visages de ceux qui avaient passé des mois à transformer mon humiliation en une expérience acceptable. Sourire familier, yeux brillants, secret teinté de champagne. Ils ne réalisaient pas que cette célébration était leur propre démasquage. Ria se pencha pour me remplir le verre. Ça va, ma puce? Tu es restée. Silencieuse, à absorber tout ça, dis-je doucement. Et je le pensais. Je voulais me souvenir de chaque détail. Sa main sur le goulot de la bouteille, l'éclat des boutons de manchette de 3, la façon dont Malia inclinait la tête en riant comme si tout lui appartenait. Ils jouaient tous leur rôle, si confiants, si préparés. C'était presque impressionnant de voir à quel point les menteuses pouvaient paraître si raffinées dans cette lueur de confort. 3 se tenait derrière sa chaise, son verre levé. Des Marcus, dit-il avec un sourire de loup en smoking. L'homme le plus pondéré et le plus loyal que je connaisse, un homme qui privilégie toujours la grâce au drame. Des rires fusèrent autour de la table. Joël tint son verre contre le sien. Ton exemple pourrait nous inspirer. Et ce mot, grâce, réapparut, comme si mon silence avait été vertueux, et non stratégique. Comme si j'avais choisi d'endurer pour l'évolution. Ils avaient pris ma patience pour une permission. Ria se rassit à côté de moi,
sa main posée délicatement sur ma cuisse sous la nappe. Elle sentait l'ambre et le sucre, comme le mensonge qu'elle portait si bien. Tu es rayonnante, murmura-t-elle. Ria a été si bonne pour toi, ajouta Joël de l'autre côté de la table, sirotant une flûte en cristal comme si elle ne m'avait pas oublié 6 mois plus tôt. J'ai failli rire. Presque. Au lieu de cela, je jetai un coup d'œil à ma droite. Noël était posté à 2 places de là, déguisé en serveur, vêtu d'un noir et blanc impeccable. Il se déplaçait comme s'il était à sa place, comme s'il s'était entraîné pendant des mois, mais son regard était toujours le sien, précis, perçant, toujours scrutant. Notre signal était établi, un hochement de tête, suivi d'un petit coup sur mon verre. Nous y étions presque. La carte des desserts arriva. Le gâteau d'anniversaire fut amené sur un chariot en argent poli. Mousse chocolat noisette, la préférée de Ria, pas la mienne. Je n'en avais pas mangé une part depuis 3 ans. Elle coupa elle-même le premier morceau, le dressant avec l'assurance d'une hôtesse qui se croyait encore maîtresse de la salle. Fais un vœu, dit-elle en me tendant le briquet pour les bougies. J'en allumai une lentement, méthodiquement. Une pour chaque mensonge, une pour chaque trahison, une pour chaque fois où je m'étais assise en face de Troy et m'étais forcé à faire comme si je ne voyais pas la culpabilité se cacher derrière son sourire narquois. Puis je fermai les yeux, pris une inspiration et les soufflai. La salle applaudit. Je tapai mon verre une fois. Noël l'attrapa, me fit un léger signe de tête, puis je le tapai une seconde fois. Tout bascula. Noël s'avança, s'éclaircissant la gorge comme si cela faisait partie du spectacle. Monsieur Marcus Ellison. La salle se tut. Les chaises grincèrent tandis que les gens se retournaient. J'ai souri. Juste là. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti 4 enveloppes, du papier crème épais, scellé à la cire noire. Vous avez été servi. Il a placé une enveloppe devant Ria, une autre devant Troy, puis une pour Joël, une pour Malia. La confusion s'est propagée comme un virus. Ria a baissé les yeux, les doigts tremblant légèrement. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, ai-je dit doucement en buvant une gorgée de vin. Elle a brisé le seau. Ses yeux ont parcouru la première page. Son expression ne s'est pas effondrée. Elle a implosé. Les couleurs ont disparu de son visage. Ses doigts ont tremblé. À l'intérieur de son enveloppe se trouvait le reçu de l'Art District Hotel. La réservation pour le massage du couple sous le pseudonyme, des photos d'elle et Troy enveloppées dans des serviettes, horodatées et nettes. La seconde moitié contenait une copie de la demande de divorce, les motifs, l'adultère, la fraude financière, l'abandon émotionnel, le tout documenté. Troy déchira son enveloppe comme s'il était sûr que c'était une blague, mais son visage passa rapidement de l'amusement à l'incrédulité, puis à une panique à peine dissimulée. Il laissa tomber les papiers comme s'il lui brûlait les mains. Joël murmurait déjà à Malia, qui n'avait pas encore ouvert la sienne. Jouez, dis-je au photographe. Il hocha la tête, se glissa derrière le présentoir à faux gâteau et appuya sur un bouton d'un élégant projecteur. Les lumières se tamisèrent. L'écran s'anima. Une vidéo fut diffusée. Couloir brûlant. Ria et Troy riaient. Elle murmura, on ne sait jamais. Puis un son du spa. Ma fille, dit-il. Sa réponse habituelle. Vieillet quitta la pièce. Joël se tenait là, renversant son verre. C'est cruel, Marcus. Malia essaya de se lever, mais le serveur lui barra gentiment le passage avec le chariot à dessert. Où vas-tu? Demanda-t-il, doux comme du poison. Je restai assise. Calme comme un sous-neuf. Honnêtement, dis-je en levant à nouveau mon verre. Le genre de verre que personne à cette table ne pensait que je méritais. La voix de Ria se brisa. Marcus, s'il te plaît. Non, dis-je en posant mon verre. Tu peux pleurer au tribunal. Peut-être que le juge s'en souciera. Je me tournai vers Troy. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Ses épaules s'étaient affaissées comme un homme déjà perdu. 12 ans, hein? Dis-je. 12 ans à te faire passer pour mon frère. 12 ans à jouer au poker, à faire des barbecues le dimanche, à être mon témoin. Il ne parla pas. J'imagine que tu t'entraînais toujours pour la vraie vie, à prendre ce qui m'appartenait. Il essaya de tendre la main par-dessus la table. Parlons. J'ai ri. Parler? On a dépassé le stade des discussions.
On est à la phase d'épreuve. Je regardais Ria. Il y a encore une chose. Je fouillai dans mon manteau et en sortis une chemise rouge. Plus épaisse que les enveloppes, je la plaçai devant elle avec précaution. Celle-ci vient de la banque. Ses doigts planèrent au-dessus, comme si elle savait déjà ce qu'il y avait dedans. Tu te souviens de la boutique, demandai-je. Celui dont tu m'as parlé a été financé par un investisseur silencieux. Il s'avère que cet investisseur, c'était moi. Tu as falsifié ma signature, utilisé ma ligne de crédit. 3 t'a aidé. La main de Joël se porta à sa bouche. Malia se remit à chuchoter, mais plus personne ne les écoutait. Ria regarda le dossier, puis leva la tête vers moi, sa voix à peine chuchotée. Pourquoi fais-tu ça? Parce que, dis-je en reculant ma chaise et en me levant. Tu pensais que je ne le ferais pas. Et maintenant, il savait que c'était faux. Le silence après la diffusion de la vidéo était absolu. Comme si la salle avait été coupée de souffle. Les bougies vacillaient doucement et absurdement romantiquement, projetant une lumière chaude sur une table pleine de gens qui ressemblaient maintenant à des fantômes. Personne ne toucha au gâteau. La seule chose qui bougeait était l'image encore figée sur l'écran du projecteur. Les bras de Ria étroits, floumaient. Indéniable, horodaté en rouge. Et puis, pile-cul, Malia brisa le silence. C'est cruel, Marcus, dit-elle en se levant lentement comme si elle s'efforçait de calmer un homme armé. Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. Joël hocha la tête, regardant autour d'elle comme si elle attendait du soutien. Sérieux, Marcus, c'est humiliant. Tu vaux mieux que ça. C'est là que c'est arrivé. La phrase, celle qu'on m'avait lancée comme une laisse, encore et encore. Malia se pencha et la prononça, d'une voix basse et contrôlée, comme si elle pensait être raisonnable. Sois mature, Marcus. Je la laissai en suspens. Laisser son poids ridicule s'installer dans les plis de mon costume. Sois mature. Ces mots étaient prononcés comme si la maturité signifiait avaler la trahison et faire semblant qu'elle avait bon goût. Comme si laisser les gens te perturber la vie et sourire poliment malgré tout était un signe d'honneur. Je ris, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement attendu, tellement typique d'un groupe de personnes qui avaient pris mon silence pour de la reddition. Mature, répétai-je lentement. C'est un bon mot. Je fis tourner le dernier verre de vin et regardai Malia. Dis-moi, Malia. Quelle est ta définition de la maturité? Se taire pendant que ma femme baise mon meilleur ami? Ou payer la facture d'une boutique que je n'ai jamais accepté de financer? Sa mâchoire se serra, mais elle ne répondit pas. Les yeux de Ria brillaient à présent, mais elle n'avait pas encore pleuré. Pas complètement. Elle clignait des yeux comme pour tenter de retarder le flot. Elle semblait vouloir parler, mais pour une fois, elle était sans voix. Peut-être parce qu'elle sentait enfin le poids du piège dans lequel elle s'était jetée avec tant d'assurance. 3 ne dit pas un mot. Il resta assis là, les jointures des doigts écartées autour de son verre de vin. Il paraissait plus petit, moins comme le charmant meilleur ami que tout le monde aimait, plus comme le lâche que j'avais toujours soupçonné. Noël, toujours en tenue de serveur, se tenait tranquillement dans un coin, ne servant plus, se contentant d'observer. Il n'avait pas besoin de bouger. Son travail était fait. La preuve était faite. La vérité avait été révélée. Maintenant, la pièce devait l'assumer. Je me suis levé, repoussant ma chaise doucement, lentement. Pas de théâtralité, pas d'élévation de la voix, juste la gravité. Vous pensiez tous que je dormais, ai-je dit en scrutant les visages autour de la table. Vous avez construit ce petit monde dans ma vie et vous pensiez que je n'en verrais jamais les fissures. Vous pensiez que j'étais trop confiante, trop calme aussi, comment dire? Mature. Joël a ricané. Vous agissez comme si c'était de la justice. C'est juste de la vengeance. Justice et vengeance ne sont pas toujours si différentes, ai-je dit. Surtout quand ceux qui vous ont fait du tort n'admettent même pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Ria s'est alors levée, pas rapidement, mais prudemment. Comme si elle pensait pouvoir reprendre un peu de contrôle en se calmant. Marcus, a-t-elle dit doucement, comme si nous étions encore dans notre salon et non au bord d'une guerre permanente. Ce n'est pas forcément une guerre. J'ai incliné la tête. Tu en as déjà commencé une. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais nous n'avons pas besoin de tout détruire pour ça. Nous pouvons parler en privé. Traverser ça comme des adultes.
Comme des adultes, ai-je répété. Toi, des murmures de lion? Appelle ça évoluer. Coucher avec quelqu'un dans mon dos et te moquer de moi avec tes amis autour de Bénédicte. 3 finit par parler, d'une voix basse et pleine de cette même sincérité artificielle qu'il avait utilisée pendant des années. Marcus, mec, ce n'était pas censé se passer comme ça. J'ai ri. Vraiment ri? Tu veux dire que tu ne t'attendais pas à te faire prendre? Il a ouvert la bouche pour se défendre, mais j'ai levé la main et je l'ai arrêté. Non, tu n'as plus le droit de parler. Tu as perdu ça dès que tu es entré chez moi avec cette même eau de Cologne que je t'avais offerte pour ton anniversaire et tu as fait comme si rien n'avait changé. La pièce était toujours aussi lourde. Puis je me suis tourné vers Drew. Mon propre frère. J'ai dit que tu l'avais vu. Tu en as plaisanté et tu n'as rien dit. Il n'a pas voulu me regarder dans les yeux. C'est incroyable. J'ai continué en disant combien il est facile pour vous tous de demander de la maturité maintenant que vos mensonges sont au grand jour. Mais où était cet appel à la maturité quand tu as vu quelqu'un dont tu prétendais te soucier se faire tromper? Où était cet état d'esprit évolué? Quand tu l'as activé, frappé, protégé? Malia prit une grande inspiration. Nous essayons de ne pas interférer. Ce n'était pas notre rôle. Non, j'ai dit que tu essayais de préserver ton confort, tes brunchs, tes blagues, ta supériorité. Tu pensais que j'étais juste un homme trop mou pour remarquer. J'ai marché jusqu'au bout de la pièce et pris la dernière coupe de champagne du chariot de dessert intact. Eh bien, c'est moi qui remarque. J'ai levé le verre et regardé le groupe. Ma femme, mon ancien meilleur ami, mon frère et le cœur de lâche qui les encourageait. Un toast, ai-je dit, à la maturité. Pas le genre qu'on utilise comme arme pour faire taire quelqu'un. Le genre qui permet à un homme de traverser le feu sans crier. J'ai levé mon verre à la paix avec la douleur. Au silence utilisé à bon escient, à la clarté acquise à la dure. Ils n'ont pas levé leur verre. Personne n'a trinqué avec moi. J'ai bu seul, et ça avait le goût de la liberté. La salle ne s'était pas remise. Les chaises avaient bougé. L'air était lourd, et les bougies qui autrefois donnaient à toute une chaleur dorée semblaient maintenant trop brillantes, trop accusatrices. Rien n'avait toujours pas prononcé un mot. Ses doigts planaient sur la dernière page de l'enveloppe, comme si la tournée allait tout défaire. 3 étaient assis, les 2 coudes sur la table, le regard vitreux, le visage affaissé, le regard perdu dans son avenir ruiné. Malia avait reculé jusqu'au coin le plus éloigné, fulminant silencieusement. Et Joël, elle, semblait répéter mentalement un discours qu'elle ne prononcerait jamais. Je restais debout, mes doigts effleurant le bord de mon verre. Le silence entre nous s'étendit si loin que je pouvais à nouveau entendre le doux bourdonnement de la musique d'ambiance du restaurant. Des quatuors à cordes. Si poli, si inconscient du chant de bataille qu'il mettait en musique. Puis je levai à nouveau mon verre. Honnêteté, dis-je d'une voix claire et nette, celle que personne à cette table ne pensait que je méritais. Les mots ne résonnèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ils atterrirent et restèrent. Malia marmonna quelque chose dans sa barbe. Quelque chose à propos de l'humiliation. Quelque chose à propos de la cruauté. Mais je n'ai pas bronché. Je n'étais pas cruel. J'avais juste rendu ce que j'avais reçu. Dépouillé de la douceur, du silence, des faux semblants derrière lesquels ils avaient tant l'habitude de se cacher. Je ne les avais pas humiliés. Ils l'avaient fait eux-mêmes. J'ai juste tendu le miroir. 3 s'est penché en avant. Tu as clairement exprimé ton point de vue. Non, ai-je dit en posant mon verre. Pas tout à fait. Je me suis tourné vers Ria. Tu m'as épousé. Tu as fait des vœux. Tu as construit une vie avec moi. Et puis tu construis une seconde vie autour de moi, avec lui. Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux n'étaient pas rouges de larmes. Ils étaient juste fatigués. Comme si elle ressentait maintenant le poids de tout ce que je portais depuis des mois. Tu veux parler, ai-je dit d'une voix ferme. D'accord, parlons, mais pas d'amour. Parlons de l'effet de levier. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti le 2e dossier. Celui-ci était bleu marine, plus épais que les autres. Je l'ai placé devant elle comme un jugement dernier. La table s'est à nouveau tendue. Elle n'a pas cherché à le saisir tout de suite. Qu'est-ce que c'est, a demandé 3 d'une voix prudente. Un cadeau, ai-je dit. Pour Ria, elle l'a finalement ouvert, et en lisant,
le sang-froid auquel elle s'était accrochée toute la soirée a commencé à se dissiper sur son visage. Ce sont des documents bancaires, a-t-elle dit lentement. Oui, de la ligne de crédit pour petite entreprise liée à la boutique que vous avez ouverte dans le quartier de Troyes. Celle dont vous m'avez dit qu'elle était garantie par un investisseur silencieux. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. J'ai continué, vous avez utilisé mes références, mon nom, mes fonds propres. Vous avez falsifié la demande, Ria. Vous et Troyes l'avez signée en tant que co-licence exécutif. Fraude enregistrée, à lâcher 3. C'est un mensonge. Non, c'est un PDF, ai-je dit catégoriquement. Signé, horodaté et envoyé depuis votre adresse IP partagée. Vérifié par la banque. Également admissible. Joël frappa la table du poing. Tu es fou. Tu détruis tout. Je n'ai rien détruit, dis-je. J'ai juste arrêté de faire comme si la maison n'était pas déjà en feu. Ria me regarda, puis me regarda vraiment, la voix brisée. Je pensais que je ne pensais pas que tu la prendrais comme ça. Non, j'ai dit que tu pensais que je ne serais pas assez important pour vérifier. Tu pensais que mon amour serait ta police d'assurance. Tu pensais que je jouerais toujours le mari-mur, l'échappatoire facile, l'homme trop effrayé par la confrontation pour élever la voix. Troyes se leva. Tu devrais faire attention à ce que tu insinues. Je me tournai vers lui, calme comme toujours. Et tu devrais faire attention à ce que tu soupires. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis je regardai Drew, mon frère, qui était resté silencieux tout le temps, évitant tout contact visuel avec qui que ce soit. Je ne l'avais pas oublié. Je ne pouvais pas. Tu le savais aussi, n'est-ce pas? Ses yeux se sont levés brusquement, la culpabilité s'en est échappée avant que sa bouche ne puisse le rattraper. Je ne voulais pas y croire, a-t-il finalement dit. J'ai ri sèchement et doucement. Mais toi, si. Tu as fait cette petite remarque au bar sur le toit. Troyes et Ria s'entendent vraiment bien, tu te souviens? Il a baissé les yeux. Je suis désolé, Marcus. Non, ai-je dit en secouant la tête. Tu es désolé d'être assis là maintenant. Tu es désolé. Je savais garder le silence jusqu'à ce que ce soit utile. J'ai repris mon verre. Un dernier toast, ai-je dit. Personne n'a protesté. Ils ne pouvaient pas. Le poids de la nuit les avait rendus impuissants, muets. À tous ceux qui pensaient que la loyauté était une faiblesse. À tous les amis qui m'avaient regardé marcher à l'aveugle sans rien dire. À tous les membres de ma famille qui ont préféré le confort à la vérité, et à tous les conjoints qui confondent amour et propriété, j'ai regardé Ria et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai absolument rien ressenti. Santé. J'ai bu lentement une gorgée, la laissant reposer sur ma langue. C'était vif, pur, définitif. Après avoir posé mon verre, je me suis tourné vers Noël, toujours debout dans un coin, témoin silencieux de tout. C'est l'heure, ai-je dit. Il a hoché la tête, a sorti son téléphone et a appuyé sur « Envoyer ». De chaque enveloppe sur la table, une vibration a retenti. Les téléphones se sont allumés. Ria a pris le sien en premier, le déverrouillant d'un pouce tremblant. Ses yeux se sont écarquillés. Ce n'est pas toi. C'est moi, ai-je dit simplement. Tout ce que tu viens de voir ce soir est sauvegardé et envoyé à mon avocat, à la banque, à notre comptable et à un serveur cloud à accès restreint, protégé par mots de passe et horodaté. Troyes s'est avancé vers moi. Tu crois que ça finira par te faire passer pour un héros? Tu n'as fait qu'empirer les choses. Non, ai-je dit. Je viens de le rendre public. La voix de Ria s'est abaissée. Pourquoi fais-tu ça? Parce que c'est mon anniversaire, ai-je dit avec un léger sourire. Et c'est la seule chose que j'ai demandé. 3 jours après le dîner, j'ai publié le premier épisode de mon podcast. Je n'ai même pas pris la peine de choisir un pseudonyme, ni de me protéger du monde. Je voulais que les gens sachent que c'était moi. Marcus Ellison, l'homme qu'il qualifiait de mature, compréhensif, à la voix douce, celui qu'il prenait pour un aveugle. L'épisode s'intitulait « Simplement ». Ils le savaient tous. Je l'ai enregistré le soir suivant le dîner, seul dans mon bureau. Les lumières étaient éteintes, seul l'écran de mon ordinateur portable éclairait les murs, projetant une lueur bleue sur le dossier de preuve sur mon bureau, le rouge. Je n'ai pas écrit l'épisode. J'ai parlé de mémoire. Pendant des mois de silence recueilli,
tissé de trahison et d'incrédulité. J'ai commencé par l'odeur. Le premier indice, sel marin et agrumes, une eau de Cologne pour homme, pas un cours de yoga. J'ai expliqué aux auditeurs comment je l'avais reconnue. Comment je l'avais un jour offerte à mon meilleur ami 3. Comment cette même odeur s'était infiltrée dans ma maison, dans mon lit, dans les plis de la peau de ma femme. J'ai détaillé les séjours à l'hôtel, les faux noms, les images de surveillance, les réservations au spa. J'ai même décrit comment je me tenais devant notre miroir, essayant de voir quelle partie de moi rendait si facile la tromperie. Je n'étais pas passive, ai-je dit dans l'enregistrement. J'étais patiente. Il y a une différence. J'ai superposé un son subtil, de bon goût, jamais abusif. Des bribes de leur chuchotement dans le couloir, les rires bas du micro du spa. Quelques mots de Ria dans son sommeil, prononçant le nom de 3 comme un sort. Puis le silence. Laissez. Les mots persistaient. Laissez le monde s'imprégner de ce dégoût. Le podcast n'était pas enflammé par la rage. Il était clair, clinique, même. Mon ton était calme. Trop calme. Certains diraient plus tard que je racontais le désastre de quelqu'un d'autre, mais c'était le mien. Et le raconter ainsi m'a redonné le contrôle. J'avais été effacé de ma propre vie pendant près d'1 an. C'était ma voix qui la reprenait. Le lendemain matin, l'épisode avait été écouté 22 000 fois. L'après-midi, 83 000. À la tombée de la nuit, j'avais un demi-million de téléchargements dans ma boîte mail débordée. Certains emails provenaient de personnes en colère qui pensaient que je lavais du linge sale qui aurait dû rester plié dans un tiroir. D'autres étaient désespérés. Des gens qui avaient eux-mêmes vécu des trahisons silencieuses. Ils me remerciaient d'avoir mis des mots sur quelque chose qu'ils n'avaient pas osé dire à voix haute. La phrase la plus courante que je lisais dans ces messages, « Merci d'avoir raconté l'histoire ». Beaucoup d'entre nous n'y parvenaient pas. J'ai reçu des messages vocaux d'inconnus, d'hommes et de femmes en pleurs. Une femme m'a dit, « J'ai quitté mon mari le lendemain matin après avoir entendu ta voix. Je savais que je dormais à côté de quelqu'un qui pensait que je ne le remarquerais jamais. » Une autre a ajouté, « Ça n'a pas facilité les choses, mais ça m'a fait me sentir moins seul. » L'effet a été plus grand que prévu, mais ce n'était pas choquant. La vérité, dite sans excuse, résonne fort là où les gens essaient de se taire. Puis le texto a commencé par Ria. Elle n'a pas appelé. Elle savait qu'il n'y avait rien de tel. C'était une série de messages. Ria, j'ai écouté ton podcast. Ria, tu déformes les choses. Ria, on aurait dû parler. Ce n'était pas juste. Ria, s'il te plaît, Marcus, ça ne doit pas empirer. Puis, 3, son ton était, comme prévu, différent. 3, mec, allez. Ce n'est pas comme ça. 3, tu nous fais passer pour des méchants. 3, je vais parler. On peut arranger ça. C'est marrant comme ceux qui étaient si audacieux dans la trahison sont devenus si désespérés dans la dénonciation. Puis Joël. Elle a laissé tomber les faux-semblants et s'en est pris directement à Venom. Joël, tu as rendu les choses pires que nécessaire. Joël, tu es vindicatif. Joël, profite bien de tes 15 minutes. Je n'ai répondu à aucun d'eux parce que je ne cherchais plus leur avis. Leur arc rédempteur ne m'intéressait pas. Ils avaient orchestré mon humiliation en privé. J'ai dit la vérité en public. Et ce n'était pas fini. J'avais déjà enregistré l'épisode 2. Il se mettait en ligne discrètement en arrière-plan pendant que je triais les réponses juridiques. Mon avocate spécialisée en divorce avait reçu une avalanche de messages. L'équipe juridique de Ria avait soudainement décidé de passer aux choses sérieuses. Ils voulaient discuter des modalités après des mois de manipulation et de sourires narquois comme si j'étais un complice inoffensif de mon propre mariage. Mais maintenant, ils étaient prudents, mesurés. Ils savaient que j'avais l'opinion publique d'une main et des arguments juridiques de l'autre. J'ai engagé un stratège numérique le lendemain pour gérer la croissance du podcast. Les emails arrivaient trop vite. Je ne cherchais pas la célébrité, mais maintenant que l'histoire était connue, je devais gérer la vague qu'elle créait. Les gens voulaient des interviews, des journalistes, des blogueurs, des podcasteurs, et même une chaîne de streaming m'a contacté pour un documentaire. J'ai refusé tout cela pour le moment. Il ne s'agissait pas de monétisation. Il s'agissait de prendre la parole. La mienne, sans filtre, sans retouche. Je me souviens encore d'un message qui se démarquait des autres. Il était court,
anonyme, sans objet, sans signature, juste 7 mots. Je t'ai entendu, je t'ai cru. Merci, Marcus. Ça m'a fait un effet différent. Parce que peut-être ça venait de quelqu'un à qui on avait trop longtemps répété que le silence était une force, que la maturité signifiait ne jamais se défendre. Peut-être ça venait de quelqu'un qui s'asseyait à table comme le mien et ravalait la trahison avec une fourchette et un couteau. Ce soir-là, je me suis servi un verre. Pur, sans glaçons, et je suis resté sur le balcon de mon appartement. La ville bourdonnait en contrebas, les lumières clignotaient comme de minuscules vérités et les fenêtres étaient inaccessibles. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas brisé non plus. Je me sentais juste stable. Le monde savait maintenant. Pas les détails de mon chagrin. Pas la couleur de mon linge de maison ni le nom de mon conjoint, qui détruisait les boutiques, mais sa forme, le rythme de la trahison, sa façon de se faufiler et de porter l'eau de Cologne que tu as offerte à un ami. J'ai bu lentement, laissant l'instant reposer dans ma poitrine. Derrière moi, mon ordinateur portable a sonné. Le deuxième épisode était en cours de téléchargement. Je n'ai pas vérifié les statistiques. Je n'en avais pas besoin. Je me suis retourné vers la nuit et j'ai murmuré, dites mon nom maintenant. Ria est arrivée à mon bureau sans prévenir. Pas d'appel, pas de rendez-vous, juste un coup frappé à la vitre dépolie et le grincement lent de la porte qui s'ouvrait avec cette hésitation prudente qu'on ne voit que chez les gens qui savent déjà qu'ils ont perdu. Elle n'était pas maquillée. Elle était vêtue d'un simple pull gris, d'un jean noir, pas de bijoux, pas de parfum. Pendant un instant, j'ai failli ne pas la reconnaître. On aurait dit quelqu'un qui essayait de pleurer depuis des heures, mais qui n'y était pas parvenu. Sa main tremblait légèrement, ses doigts enroulés autour d'une lettre pliée qu'elle ne voulait visiblement pas me remettre. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle est restée sur le seuil, cherchant sur mon visage la gentillesse, la douceur et l'ouverture. Elle n'en a trouvé aucune. S'il vous plaît, a-t-elle finalement dit d'une voix rauque, dénuée de son lustre habituel. On peut parler ? Je n'ai pas bougé de derrière mon bureau. Je l'ai juste regardé. Tu veux parler maintenant ? J'ai dit après le silence, les mensonges, le sommeil à côté de moi comme si j'étais un remplaçant. Sa gorge s'est serrée, mais aucun mot ne sortait. Je t'ai tout donné, ai-je dit d'une voix basse mais assurée. Et tu m'as donné des secrets, des murmures dans ton sommeil, une boutique financée avec ma signature gravée sur toute la ligne. Tu m'as ridiculisé devant des gens que j'appelais autrefois ma famille. Tu as transformé notre maison en un décor pour le fantasme d'un autre. Je ne savais pas comment m'arrêter, a-t-elle murmuré. Oui, j'ai dit. Parce que tu ne le voulais pas. Elle a regardé le sol, puis s'est avancée dans la pièce sans permission, les bras croisés autour d'elle, protectrice. Elle a déposé la lettre sur le bord de mon bureau, les mains tremblantes. J'ai écrit tout ce qu'elle a dit. C'est juste que je ne pouvais pas le dire à voix haute. J'ai fixé l'enveloppe un long moment avant de la traîner lentement sur le bureau et de la jeter directement dans le destructeur de documents à côté de moi. Je n'ai pas rompu le contact visuel. La machine a ronronné, ravalant ses excuses centimètre par centimètre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des dents de papier en silence. Elle tressaillit comme une gifle. Je l'ai mérité, dit-elle doucement. Je me levai, non pas pour l'intimider, mais parce que je refusais de rester assise pendant qu'elle se tenait dans l'espace où je me reconstruisais. Tu n'as pas le droit de tourner la page, Ria. Tu n'en es pas responsable. Pas après avoir passé un an à écrire une version de notre histoire où je n'étais qu'un personnage secondaire. Je suis désolé, s'étrangla-t-elle. Non, j'ai dit que tu étais mal à l'aise. Il y a une différence. Le poids de mes propres mots m'a frappé plus fort que prévu, mais je ne l'ai pas laissé paraître. J'étais trop loin pour m'adoucir. Trop loin de l'homme qui servait à la table de la cuisine avec son thé préféré, se demandant si l'amour était censé être si silencieux. Tu as fait un choix, répétais-je encore et encore. Et tu n'étais pas seul. Tu étais entouré de gens qui t'applaudissaient pendant que tu le faisais. Tu me manques, dit-elle. J'inclinai la tête. Non, Ria, tu regrettes celui que j'étais. L'homme qui vous laissait mentir, qui n'élevait jamais la voix, qui continuait à vous demander comment s'était passée votre journée tandis que votre téléphone vibrait à son nom. Elle s'affala sur la chaise la plus proche. Vaincu. J'ai tout perdu. Non, ai-je corrigé. Vous avez tout misé et la maison a gagné. Un long silence s'ensuivit.
Pas celui qui demandait à être comblé, mais celui qui signifiait que la conversation était déjà terminée. Finalement, elle se releva lentement, comme si chaque mouvement portait le poids du souvenir. « J'espère qu'un jour vous me pardonnerez, dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. Elle attendit encore un instant. Puis elle sortit. Cette fois, je laissai la porte se refermer complètement derrière elle. Ce soir-là, j'ai pris le chemin le plus long pour rentrer. Je suis passé devant la librairie où nous nous sommes croisés pour la première fois. Elle tenait un exemplaire usé de Bien-Aimé, et je feuilletais des thrillers judiciaires comme s'il détenait des secrets que j'ignorais déjà. Nous avions ri de nos différences, de son besoin de poésie, et de mon besoin de logique. Je pensais que cette différence nous équilibrait. Maintenant, je sais ce qui m'a aveuglé. Je me suis retrouvé dans le parc, celui-là même où je lui avais demandé d'être à moi. À l'époque, elle portait du rouge à lèvres et un manteau de laine qui lui enveloppait la silhouette, et elle m'a souri comme si j'étais la réponse à une question qu'elle se posait depuis toujours. Je me souviens de sa main et de la mienne, froide mais sûre. Je me souviens de la façon dont j'ai balbutié ma question et de la façon dont elle a dit oui avant que je la termine. Je me suis assis sur le même banc ce soir-là. Personne autour. Juste le bruissement des arbres et le son lointain d'un saxophone s'échappant d'une fenêtre ouverte. Le parc avait la même apparence. Mais la version de moi qui était assise sur ce banc il y a des années, il avait disparu. Il avait été effacé par la trahison, mais reconstruit par la vérité. Ça ne faisait plus mal. Plus comme avant. C'était juste lointain, comme un rêve. Je me suis réveillé trop tard pour guérir, mais assez tôt pour survivre. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai téléchargé l'épisode 2. Le titre était simple. Le pardon n'est pas le but. Tout a commencé avec ma voix, calme et imperturbable. On ne doit pas pardonner à ceux qui nous ont vus saigner et nous ont tendu une serviette juste pour paraître serviables. J'ai parlé de responsabilité, de la façon dont les gens confondent endurance et approbation, du fait que l'amour ne se prouve pas par la tolérance, mais par la clarté avec laquelle on trace les limites. Je n'ai pas nommé Ria dans cet épisode. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait des millions de personnes qui ont eu leur douleur parce qu'on leur avait dit de ne pas ruiner l'image de l'amour, parce qu'on leur avait dit d'être mature, d'être calme, d'être moins dramatique. Je ne voulais plus être moins que quoi que ce soit. L'épisode s'est terminé par une phrase. La clôture n'est pas silencieuse. C'est assez fort pour que ton âme t'entende enfin à nouveau. C'était la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. Le lendemain matin, je me suis réveillé sous une nouvelle vague de mails et de messages. Mais l'un d'eux m'a marqué. Il venait de Drew. Drew, j'étais un lâche. Je savais que j'aurais dû dire quelque chose. Tu ne méritais pas ça. Je ne te demande pas pardon. Juste une chance de recommencer, de frère à frère. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Moi? Je ne te déteste pas, mais je ne peux pas encore te faire confiance. Ça prend du temps. On verra. C'était honnête, pas vengeur, juste mesuré. Plus tard dans la journée, mon avocat a appelé. Les accusations de fraude à la boutique avançaient. La procédure de restitution financière commençait. L'avocat de Ria avait proposé un accord à l'amiable. J'ai refusé, non pas pour la traîner, mais parce que je voulais que ce soit enregistré, tout sur papier avec signature. Fini les péchés personnels. À la fin de la semaine, j'ai enregistré un teaser pour l'épisode 3. Ça s'appelait le mensonge sous les excuses. Ce n'était plus personnel. C'était systémique, culturel, une conversation sur la façon dont les gens manipulent le langage de la guérison pour éviter toute responsabilité. Sur le fait que les excuses sont parfois des armes déguisées en rameaux d'olivier. Sur le fait que certaines personnes ne pleurent que lorsqu'on cesse de les écouter. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner seul. Steak, saignant à point, beurre à l'ail, asperges à peine grillées. J'ai mangé sur mon balcon, regardant la ville respirer sous moi. Avant, je détestais être seul au repas. Maintenant, je ressentais une paix profonde. Pas celle que je n'avais pas, celle que je mérite. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification du tableau de bord du podcast. L'épisode 2 venait de dépasser le 1 million de téléchargements. J'ai posé le téléphone et j'ai contemplé le ciel nocturne. Pas de feu d'artifice, pas de joie soudaine, juste le calme de savoir que j'avais survécu à ce qui était censé me briser. Et en débarrassant la vaisselle,
je me suis murmuré, joyeux anniversaire, Marcus. Puis j'ai souri. Tu es libre maintenant.